Je m'appelle Paul, 34 ans, employé dans une petite usine en périphérie de Lyon. La routine m'étouffe, mais je tiens bon, parce que j'ai ma femme, Élise, et notre fils de 7 ans, Lucas. Ce matin-là, une alerte sismique bizarre nous a réveillés. Le genre d'alerte qui s'affiche sur ton téléphone avec ce bip strident qui t'arrache du lit. Pourtant, dehors, tout semblait normal, jusqu'à ce que le ciel vire à une teinte orangée. Je pense à mon père. Il était militaire de carrière, toujours alarmiste sur les menaces nucléaires. Il nous disait souvent que tout pouvait basculer en une seconde. On trouvait ça exagéré. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il avait raison. Ces mises en garde résonnent dans ma tête alors que je regarde par la fenêtre, l'esprit confus. Les voitures passent comme si de rien n'était, mais une angoisse sourde me serre la poitrine. Ce silence anormal pèse sur mes épaules. Chaque minute qui passe me rend un peu plus inquiet. Élise est calme, pragmatique. Lucas, lui, est curieux et bavard, un vrai moulin à paroles. Son insouciance me fait sourire, mais elle m'effraie aussi. Je crains qu'il ne comprenne pas la gravité de ce qui se passe. Mon voisin, Julien, est un ex-pompier, un gars bourru, toujours dans son coin, mais compétent. On ne s'est jamais vraiment parlé, juste quelques bonjours dans l'escalier, mais j'ai toujours senti qu'il en savait long sur ce genre de situation extrême. J'ai l'intuition qu'il pourrait être utile, qu'il sait comment réagir dans ce genre de situation. La télévision annonce une explosion nucléaire à plusieurs centaines de kilomètres au nord, près de Paris. Une vague de radiation se dirige vers nous. On a moins de 3 heures avant l'impact. On est paniqué, sans plan, je reste figé. Mon esprit se perd. Fuir? Rester? Mes pensées se mêlent. Les scénarios catastrophes se succèdent dans ma tête. Lucas me tire par la manche, ses yeux grands ouverts, cherchant des réponses. Je me force à bouger. La peur laisse place à un instinct brut, protéger ma famille. Élise veut qu'on parte tout de suite. Ses gestes sont précis, méthodiques. Elle prend Lucas dans ses bras et commence à réunir des affaires sans hésiter. Julien frappe à la porte. Il a l'air plus calme que nous tous. Il mentionne une vieille cave à vin dans sa maison. On discute, tendu. Chaque seconde compte. Julien évoque aussi un abri anti-atomique abandonné, construit dans les années 60 près de notre quartier. Mon père en parlait parfois, lors de discussions sur la guerre froide. On décide d'y aller ensemble, mais le doute me ronge. Est-ce vraiment une bonne idée ? Est-ce que cet abri tiendra face à l'ampleur de la catastrophe qui arrive ? Je rassemble de l'eau, des conserves, quelques vêtements. Je me sens comme un automate, incapable de penser clairement, ne faisant que suivre des gestes appris. Chaque objet que je prends semble être insuffisant. Élise prépare Lucas, qui pleure, perdu, incapable de comprendre ce qui se passe. Julien charge une lampe torche et une radio manuelle. On quitte la maison sans se retourner. Chaque objet que je laisse derrière moi semble avoir une importance nouvelle, comme si je n'allais jamais les revoir. Un sentiment de perte me serre le cœur. La maison, refuge de tant de souvenirs, n'est maintenant qu'une coquille vide que l'on abandonne. L'abri est à 5 km. On monte dans la vieille voiture de Julien. La route est encombrée de gens paniqués. Certains hurlent, d'autres essaient de forcer des voitures à s'arrêter. On contourne une foule qui se bat pour du carburant, et je ne peux m'empêcher de me demander combien de ces personnes vont y survivre. La tension est électrique, chaque seconde semble durer une éternité. Les klaxons, les cris, les pleurs, tout s'entremêle dans une cacophonie insupportable. Les gens sont prêts à tout pour survivre, et c'est terrifiant. J'observe ces scènes de détresse, et je me demande si nous aurons seulement une chance. En route, Élise repère une femme avec un bébé au bord de la route. Elle veut les emmener. Julien proteste, prétextant que chaque minute compte. Le débat est bref, mais on les prend. La femme a l'air désemparée, les larmes ruisselant sur ses joues poussiéreuses. Elle serre son enfant contre elle, ses yeux remplis de panique et de reconnaissance. La tension monte à l'intérieur de la voiture, les regards se croisent, sans mots, le silence est étouffant. Je sens le poids de chaque vie que nous venons de prendre en charge. On a fait un choix humain, mais était-ce le bon choix pour notre survie ? En approchant de l'abri, un barrage routier de civils armés bloque l'accès. Ils exigent de la nourriture pour nous laisser passer. Julien essaie de négocier. Sa voix est ferme, mais je sens qu'il n'est pas sûr de lui. Un coup de feu éclate. Mon cœur explose dans ma poitrine, une onde de choc traverse mon corps. Le temps semble s'arrêter, chaque seconde s'étirant à l'infini. L'air est lourd, la tension est à couper au couteau. Le silence qui suit est presque plus assourdissant que la détonation elle-même. Un des hommes armés reconnaît Julien. Des mots sont échangés, des regards appuyés. Julien avoue avoir dirigé une équipe de secours lors d'une catastrophe par le passé. Il utilise cette connexion pour calmer les choses. On passe. Les hommes baissent leurs armes, nous laissent continuer. Élise me regarde, incrédule. Julien devient notre pilier, mais aussi une énigme.
Pourquoi a-t-il gardé tout ça pour lui? Pourquoi n'a-t-il jamais parlé de son passé? Je réalise que je ne connais rien de lui et cela me trouble. On atteint l'abri. Il est en ruine, mais encore utilisable. Les murs sont fissurés, l'odeur de moisi est omniprésente. On nettoie l'entrée et barricade la porte avec ce que l'on trouve. Chaque geste est une bataille contre le découragement. Élise et moi discutons. Devons-nous rester ici ou chercher un endroit plus sûr? Le doute s'insinue dans nos esprits. La peur d'être piégé ici nous hante. Lucas commence à tousser. Son visage est livide. Ses petites mains tremblent, et je sens la panique monter en moi. Dans l'abri, la femme avec le bébé raconte son histoire. Elle a perdu son mari dans l'explosion. Ces mots rapprochent Élise et moi. On se promet de ne jamais se perdre, de rester ensemble quoi qu'il arrive. Nous sommes tout ce qu'il nous reste, et cette réalisation nous écrase autant qu'elle nous porte. La radio capte un signal. La Russie revendique l'attaque. Mon père aurait eu raison. Ses prédictions m'écrasent, me laissent sans voix. Je ressens une colère sourde, un mélange d'impuissance et de regret. Pourquoi n'ai-je jamais pris ces avertissements au sérieux? Pourquoi ai-je ignoré ces mises en garde? J'ai l'impression d'avoir échoué à protéger ma famille en ne prévoyant rien. Lucas développe de la fièvre. On est à court de médicaments. Julien propose une sortie pour trouver une pharmacie. Élise s'y oppose farouchement, sa peur est tangible, presque palpable. Mais je décide de partir. C'est la seule option. Si je reste, Lucas risque de ne pas s'en sortir. Mon devoir de père l'emporte sur ma peur. Dehors, le paysage est méconnaissable. Tout est désolation, ruine et silence. Les radiations sont palpables, l'air est épais, chaque respiration me fait mal. J'avance en retenant mon souffle, chaque pas est une épreuve. J'atteins une pharmacie pillée. Les rayons sont vides, le sol est jonché de débris. Un groupe de survivants m'encercle. Leurs regards sont désespérés, leurs gestes brusques. Ils veulent mes provisions. Une bagarre éclate, les coups pleuvent, la douleur est vive. Chaque coup reçu me rapproche un peu plus de la résignation, mais je ne peux pas abandonner. Je parviens à m'échapper, blessé mais avec des médicaments. Le retour à l'abri est un calvaire. Chaque pas me coûte, chaque respiration est une victoire. Je retourne à l'abri, épuisé, le corps meurtri. Lucas s'améliore rapidement. La fièvre baisse et il retrouve des couleurs. Élise m'enlace, les larmes aux yeux, mais je sens sa peur. Elle sait que ce n'est qu'un répit. Nous sommes en sursis, suspendus à une réalité qui peut s'effondrer à tout moment. La vulnérabilité de notre situation nous écrase, et pourtant, chaque sourire de Lucas est un rappel de pourquoi nous continuons à nous battre. Je réalise que notre monde ne sera plus jamais le même. Ce n'est plus une question de survie individuelle, mais de reconstruire quelque chose ensemble, de trouver un sens à tout cela. La femme avec le bébé décide de partir chercher d'autres survivants. Elle a l'air déterminée. Ses yeux brillent d'une force nouvelle. Julien révèle son désir de rester seul. Je lui demande pourquoi. Il baisse les yeux, sa voix est faible. Il explique qu'il a déjà tout perdu, qu'il ne veut plus être un poids pour personne. Ces mots me frappent, révélant une douleur profonde que je ne soupçonnais pas. Quelques semaines plus tard, les radiations diminuent. On sort prudemment de l'abri. Le quartier est vide, mais pas mort. Des oiseaux chantent, timidement, des brins d'herbe repoussent entre les fissures du bitume. La vie trouve toujours un chemin. Je prends la main de Lucas, son regard est fixé sur l'horizon. Élise sourit faiblement, ses yeux remplis d'espoir. Les routes sont ouvertes. Le monde est à réinventer et nous serons de ceux qui le rebâtiront. Chaque pas dehors est une épreuve, mais aussi une promesse de renouveau, d'espoir, malgré la dévastation. On marche, un sac sur le dos, Lucas ramasse une fleur éclatante parmi les débris, c'est un symbole de vie, de persistance. Malgré tout, la vie persiste. C'est à nous de l'honorer, de lui donner un sens nouveau. Chaque pas nous rapproche de l'inconnu, mais étrangement, je me sens prêt à affronter ce futur. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les jours à venir seront difficiles, mais ils sont aussi une opportunité de tout reconstruire, de créer un monde meilleur pour Lucas, pour Élise et pour tous ceux qui survivront. Le vent souffle doucement, apportant avec lui une sensation de renouveau, une promesse que tout peut recommencer, que tout peut être différent et peut-être meilleur.